Bonjour, merci beaucoup. Pour les économistes et les historiens intéressés par l'histoire économique canadienne, 1849 est une année charnière. En effet, chez les adeptes de la thèse du Staple, et tout particulièrement dans les pages de l'ouvrage classique de Donald Creighton, The Empire of the St. Lawrence, 1849 est présenté comme l'année qui marque la fin du mercantilisme et qui, simultanément, sonne le glas d'un rêve caressé par la communauté marchande montréalaise. Selon la thèse laurentienne, les intérêts économiques de ces marchands et la stratégie commerciale qu'ils ont mis en œuvre, stratégie fondée sur l'exportation d'un staple, en l'occurrence le blé et la farine, vers le marché britannique, étaient essentiels non seulement à leur prospérité, mais aussi au développement économique de la colonie. Élaborée dans le cadre du mercantilisme, cette stratégie ne pouvait survivre à l'adoption du libre-échange. Selon cette interprétation du passé économique canadien, 1849 apparaît donc comme l'année de toutes les déceptions et d'une contestation qui revêt diverses formes. Les manuels d'histoire économique insistent toutefois davantage sur la flambée d'un mouvement annexionniste auquel adhèrent des membres de l'élite mercantile que sur l'incendie du Parlement de Montréal, porté par les discours et la colère de certains membres de cette élite. Dans cette brève communication, je poursuis 3 objectifs qui constituent autant de volets de mon exposé. Dans un premier temps, il s'agit de rappeler comment la fin du mercantilisme, incarnée par l'abolition des Corn Laws et de l'armature protectionniste de la Grande-Bretagne, fragilise les intérêts et les ambitions de la communauté marchande montréalaise, ou du moins de certains membres de cette communauté. Quant au deuxième volet, il prend appui sur une historiographie plus récente qui propose une lecture plus nuancée des effets du mercantilisme sur l'économie de la province du Canada, de même que sur l'économie montréalaise. Il est donc pertinent, voire essentiel, de chercher à identifier des facteurs de résilience de l'économie de la métropole. Je propose de porter une attention particulière aux activités commerciales qui façonnent toujours Montréal à cette époque. Enfin, le troisième et dernier volet de ma présentation demande si, en 1849, on peut déjà déceler les prémices de l'industrialisation qui transformera fondamentalement la ville et la société urbaine pendant les prochaines décennies. Commençons donc par un retour sur le fonctionnement des Corn Laws. Peut-être pas le meilleur sujet avant l'heure du lunch, mais voilà. Les Corn Laws sont une composante d'un système impérial visant à protéger, à consolider les intérêts de la métropole. Il s'agit d'un système protectionniste réglementant l'accès au marché britannique du blé et de la farine d'origine étrangère. Il cherche à concilier 2 objectifs potentiellement contradictoires, alimenter la population et défendre les intérêts économiques des grands propriétaires fonciers, aussi producteurs agricoles. Un important tarif est imposé aux produits agricoles importés afin de protéger les producteurs locaux, sauf en cas de pénurie provoquant une hausse des prix. Dans ces conditions, le blé étranger peut être admis. Selon la logique du mercantilisme, les colonies peuvent bénéficier d'un avantage, d'un traitement préférentiel, notamment en étant soumis à des tarifs douaniers moins élevés que leurs concurrents étrangers. Les négociants exportateurs de la vallée laurentienne, ceux de Québec d'abord, puis ceux de Montréal lorsque la ville s'impose comme métropole canadienne à partir des années 1830, chercheront à améliorer leur situation sur le marché britannique et accroître le volume de leurs exportations. À cet effet, ils tentent de réduire l'instabilité de leur accès à ce marché, ainsi que celui des tarifs auxquels leurs exportations sont soumises. Simultanément, ils entreprennent de réduire les coûts de transport du blé et de la farine, notamment par la promotion de l'aménagement des canaux du Saint-Laurent en amont de Montréal, et d'orienter vers l'axe laurentien une part croissante du blé du Midwest américain. En 1843, l'adoption par le Parlement britannique du Canada Corn Act permet à la farine et au blé canadien d'accéder en tout temps au marché britannique et les soumet à un tarif modeste. En même temps, des mesures sont adoptées qui permettent au blé américain importé au Canada d'être canadianisé s'il y est transformé en farine. Ainsi, des transitaires et des négociants entrevoient la possibilité d'atteindre leur objectif de canaliser une part croissante de la production agricole de la région des Grands Lacs vers le système des canaux du Saint-Laurent et le port de Montréal. Les marchands de la métropole, qui dominent ce commerce d'exportation, sont ainsi en mesure de profiter de leur statut colonial pour mieux concurrencer leurs rivaux américains.
Cette libéralisation des politiques mercantilistes est généralement reconnue aujourd'hui comme un signe avant-coureur de l'abolition complète des mesures protectionnistes métropolitaines. En effet, le pouvoir croissant des intérêts industriels britanniques entraîne l'annonce en 1846 de l'abolition progressive des Corn Laws, mesure qui sera accélérée par la famine irlandaise, ainsi que le démantèlement d'autres composants du système mercantiliste. Ces mutations coïncident avec une profonde dépression économique qui s'étend de 1847 jusqu'au début des années 1850. Des historiens économistes insistent sur la panique engendrée au sein de la communauté marchande de Montréal par cette conjoncture difficile et rappellent toutefois que ces effets furent néanmoins de courte durée, une reprise économique se manifestant dès 1850-1851. La perspective d'un Donald Creighton est évidemment beaucoup plus pessimiste. En 1849, nous dit-il, « The commercial empire of the St. Lawrence was bankrupt ». Passons maintenant au deuxième volet de cette présentation. Contrairement à Donald Creighton et aux disciples de la thèse du Staple, une historiographie plus récente a proposé une lecture plus nuancée des effets de la fin du mercantilisme sur l'économie de la province du Canada, de même que sur l'économie montréalaise. Ces travaux se divisent grosso modo en trois catégories principales. Il y a d'abord celle, en partie inspirée d'une historiographie plus ancienne, qui insiste sur la place que conservent les exportations au sein de l'économie. Une première variante insiste sur la capacité des acteurs économiques engagés dans l'exportation des matières premières à trouver d'autres marchés pour contrer l'accès plus difficile au marché britannique. Ces auteurs insistent notamment sur l'importance du marché américain, vers lesquels les exportations sont facilitées par le traité de réciprocité conclu en 1854. D'autres travaux de cette tendance insistent au contraire sur la capacité des exportateurs montréalais de faire face à la concurrence et à conserver une part importante du marché britannique. La deuxième catégorie de travaux tend plutôt à mettre l'accent sur des transformations qui s'amorcent ou qui s'intensifient après 1849, en insistant sur la mise en place de nouvelles structures commerciales visant à protéger un marché national en émergence et une industrie naissante, ainsi que sur des investissements accrus dans les chemins de fer. On voit ici des échos de Creighton avec une évocation des prémices de la politique nationale. Il y a toutefois une troisième approche que je trouve plus stimulante et plus pertinente pour explorer et saisir les caractéristiques de l'économie montréalaise. Elle souligne la complexité de l'économie canadienne au mi-temps du 19e siècle, complexité qui est étroitement liée à la forte poussée démographique des 2 décennies antérieures. À titre d'exemple, rappelons que la population du Bas-Canada passe d'environ 670 000 habitants en 1840 à 890 000 en 1851, tandis que celle du Haut-Canada est presque multipliée par 2 pendant la même période, passant d'environ 780 000 à 952 000 personnes. La reconnaissance de la complexité et du dynamisme de l'économie domestique conduit, par conséquent, à relativiser la contribution des exportations de matières premières à son développement. Cette approche reconnaît l'importance de Montréal comme métropole canadienne et insiste sur sa place au cœur d'un réseau d'échanges qui embrasse villes et villages des 2 Canadas, réseau où l'approvisionnement en produits importés de la Grande-Bretagne et dans une moindre mesure d'ailleurs, joue un rôle essentiel. La résilience de la communauté marchande montréalaise après l'abolition du système mercantiliste s'expliquerait ainsi en grande partie par le pouvoir économique qui y est déjà concentré et qui se déploie dans un large éventail d'activités commerciales. Comprendre la vie économique de Montréal en 1849 et dans les années suivantes nous oblige donc à porter un regard non seulement sur les grands marchands, bien aimés de Creighton, du secteur des exportations, mais de s'interroger aussi sur le commerce d'importation, notamment de produits manufacturés anglais et de divers produits alimentaires, qui est central au rôle de Montréal comme plaque tournante des échanges. Rappelons que l'importance des importations de la Grande-Bretagne par sa colonie laurentienne a notamment été documentée dans un article de Desloges et Vallière il y a quelques années. Il faut évidemment éviter de créer une fausse dichotomie entre exportation et importation. Plusieurs grands marchands montréalais conjuguent en effet les 2 secteurs d'activité. Pensons à Gillespie Moffat, dont George Moffat est le principal associé,
ou encore à la Société Robertson Masson que dirigeait Joseph Masson avant son décès en 1847. Robertson Masson se spécialisait dans l'importation de produits textiles et se démarquait aussi comme un des plus importants exportateurs de potasse du port de Montréal. Si certains auteurs soulignent la diversité et la complexité des activités économiques à Montréal et surtout dans le Vieux-Montréal, alors le centre des affaires, la composition et la vie de cette communauté mercantile a peu retenu l'attention des historiens. Il y a certes l'étude de Gerald Tulchinski, mais cet historien s'intéresse surtout à ceux qui jouent un rôle prépondérant dans la navigation et le rail. Plus récemment, au début du 21e siècle, l'inventaire patrimonial du Vieux-Montréal, de même que l'ouvrage qui l'a inspiré, ont permis de jeter les bases d'une meilleure compréhension de cet univers marchand aux environs de 1849. Ces travaux et d'autres recherches, dont l'analyse d'indicateurs fournis par le rôle foncier de 1851, nous permettent d'évoquer certaines de ces caractéristiques sociales et matérielles. Ils nous permettent aussi de repérer des traces que ces activités ont laissées encore aujourd'hui dans le paysage urbain. Tout en reconnaissant la diversité de la vie commerciale montréalaise, force est de reconnaître que l'arrivée du libre-échange ne semble pas avoir ébranlé la place des grands marchands de l'import-export dans la vie économique. Les plus importantes firmes occupent toujours d'imposants entrepôts à la Pointe-à-Calière, à proximité du canal de la Chine, du port et aussi du Parlement, entrepôts dont ils sont souvent les propriétaires. C'est le cas de Gillespie Moffat, qui possède plusieurs entrepôts, qu'on voit ici à l'écran. C'est aussi vrai de le mesurier Routh, qui loue les entrepôts John Try pour y entreposer les grains, toujours à la Pointe-à-Calière. La société Renault et Frères figure aussi parmi l'élite du commerce des grains, farine et provisions, dans des immeubles que vous reconnaîtrez sans doute aussi à la Pointe-à-Calière. Un peu plus à l'est, à proximité de l'actuel boulevard Saint-Laurent, la société Masson-Bruyère occupe un ensemble immobilier qui intègre de l'entreposage, rue de la Commune, et un lieu de vente et des bureaux dans une maison-magasin avec façade, rue Saint-Paul. À la fin des années 1840, les besoins du commerce y ont chassé la fonction d'habitation. La douzaine de négociants d'import-export décrits comme des general merchants dans certains documents de l'époque sont loin d'être les seuls grossistes montréalais à figurer parmi l'élite économique de la ville. Si nous examinons la vingtaine qui se classe au premier rang, nous y découvrons des importateurs spécialisés dans la vente de tissus et articles de mercerie. Sans grande surprise, c'est le contingent le plus nombreux. Dans la quincaillerie, les produits pharmaceutiques et aussi l'épicerie. Les lieux occupés par ces membres de l'élite marchande ont laissé peu de traces. L'incendie de 1852 et surtout les démolitions entraînées par les importants cycles d'investissement immobilier ultérieurs, notamment la forte poussée des magasins entrepôts entre 1850 et 1880, les ayant effacés. Quelques-uns survivent, dont l'immeuble qui accueille le grossiste en quincaillerie William Brewster, rue Saint-Paul-Ouest, que vous voyez à l'écran, de même que la maison-magasin, rue Notre-Dame, où Jean Bruno, grossiste en dry goods, tient un magasin au rez-de-chaussée et réside à l'étage. Un entrepôt voisin complète son dispositif. Il ne faut pas sous-estimer le nombre et la diversité des marchands engagés dans le commerce de produits d'importation à Montréal vers 1850, qu'ils œuvrent comme grossistes ou détaillants, ou encore qu'ils mènent de front ces deux activités. Des études menées avec Alan Stewart, dont certaines sont toujours en cours, permettent d'esquisser un premier portrait des secteurs de l'épicerie et du dry goods. La diapositive à l'écran montre la répartition des 57 épiciers du Vieux-Montréal, dont 52 qui effectuent des ventes en gros et leur distribution spatiale dans la vieille ville. On notera la concentration des établissements les plus importants dans le quartier ouest de la ville, encore une fois, pas très loin du site du Parlement. Rappelons qu'à l'époque, l'épicier est généralement quelqu'un qui vend du vin et des alcools. Il ne faudrait pas en parler non plus à la veille du repas. Qui vend du vin et des alcools, du thé, du café, du chocolat, du cacao, du sucre, de la mélasse, des agrumes, des fruits secs, des noix, du sel, du poivre, des épices, des condiments, des marinades, de l'huile, du riz et du tabac. Les effectifs du secteur des dry goods sont encore plus nombreux. On dénombre 116 commerces de dry goods dans le Vieux-Montréal en 1851, soit 74 britanniques et 42 canadiennes françaises. Au cœur des dry goods, il y a les produits textiles de toutes sortes. D'abord, le tissu lui-même, qui se décline en une infinité de variétés, de textures, de motifs, de couleurs,
etc. Sans oublier, les produits importés dominent, pour la plupart fabriqués en Grande-Bretagne, mais aussi des importations américaines. Certains commerçants se vantent aussi de représenter des filatures canadiennes et offrent à leur clientèle l'étoffe du pays. Une gamme élargie d'articles de mercerie côtoie les étoffes, sans oublier les arts de fête, les tapis, rideaux, couvertures, chapeaux. Cette branche commerciale sera à l'avant-garde de l'innovation dans les pratiques d'étalage et de mise en vitrine, et entre 1850 et 1880, elle dotera le Vieux-Montréal d'un grand nombre de magasins entrepôts exceptionnels. Ainsi, en 1849, et pour plusieurs décennies encore, l'importation et la redistribution de produits manufacturés britanniques de tout genre et d'aliments exotiques venus des 4 coins du monde soutiennent une forte expansion des activités commerciales montréalaises et consolident son emprise métropolitaine. Avant de conclure, je voudrais aborder très rapidement le 3e volet de ma présentation. Insister sur le poids des importations et l'importance pérenne des activités commerciales, et surtout du commerce de gros, après 1849, ne signifie pas qu'il faille sous-estimer ou minimiser la place des autres secteurs d'activité dans l'économie montréalaise. Mais justement, dans la foulée de l'adoption du libre-échange par la Grande-Bretagne, décrite par des contemporains comme le Workshop of the World, quelles sont les caractéristiques de l'activité industrielle à Montréal, une ville coloniale qui compte alors environ 50 000 habitants? La réponse proposée à cette question par certains historiens me semble fortement colorée par notre connaissance du déroulement ultérieur de l'histoire. Nous savons que Montréal deviendra la métropole industrielle du Canada dans les décennies suivantes. Des brochures promotionnelles diffusées à partir du milieu des années 1850 insisteront sur la multiplication des entreprises manufacturières, le capital investi, les avancées technologiques, la formation de la classe ouvrière, etc. Mais en 1849 et encore au tout début des années 1850, nous sommes ailleurs. Il faut plutôt parler des prémices de l'industrialisation, c'est-à-dire des premières manifestations de transformation profonde des modes d'organisation du travail et de la production industrielle. Il s'agit d'un moment spécifique dans une longue histoire au parcours complexe qu'on pourrait caractériser, comme d'autres l'ont fait, de développement inégal et combiné. Ainsi, à cette époque, cohabitent à Montréal au moins 2 dynamiques d'industrialisation distinctes. D'une part, un monde artisanal en voie de déstructuration, alors que des changements amorcés dans les années 1830 et 1840 s'accélèrent, mais à des rythmes variables selon les métiers. Changement d'échelle, des relations de travail, de la formation de la main-d'œuvre, introduction de certaines machines ou d'une nouvelle force motrice. D'autre part, des usines modernes apparaissent, souvent dans des industries nouvelles, sans antécédents artisanaux locaux, ou dans des secteurs ayant connu une phase proto-industrielle. Alors que les manifestations de la déstructuration du monde artisanal sont peu visibles dans l'espace public, qui pourrait deviner que les résidents de ces maisons de Saint-Henri, en 1859, ne sont plus des artisans autonomes, mais plutôt des compagnons rémunérés à la pièce et travaillant à domicile pour un entrepreneur de Montréal. Alors que les nouvelles usines s'affichent et tendent à se regrouper, notamment pour profiter du pouvoir hydraulique disponible après 1848, le long de certains segments du canal de la Chine. En guise de conclusion, les événements d'avril 1849 rappellent l'importance de forces politiques et économiques agissant à l'échelle de l'Empire britannique. Ils nous offrent aussi l'occasion d'explorer certains ressorts de la vie économique locale, notamment en ciblant les activités de ces acteurs au cœur d'un quartier des affaires, le Vieux-Montréal, dominé par le Parlement de la province du Canada. Auparavant, le marché Sainte-Anne. L'exploration esquissée dans cette communication a voulu insister sur l'importance et la diversité des activités commerciales qui caractérisent Montréal à cette époque et contribuent à son rayonnement. Elle suggère aussi à quel point ce Montréal commercial de l'époque victorienne gagnerait à être mieux connu. Je vous remercie.